justice et cruauté étaient la même chose, et que la frontière entre elles était trop fine pour être vue. Certaines punitions n'étaient pas conçues pour faire durer la souffrance. Elles étaient immédiates. Dans les places européennes, des criminels voyaient leurs doigts, leurs oreilles, ou même des membres entiers tranchés sur le champ. Douloureux, sanglant, mais surtout preuve publique de culpabilité. Et les cicatrices étaient permanentes. Traverser la ville avec une main manquante signifiait que chaque regard, chaque murmure, vous rappelait le jour où votre corps devint propriété publique. La douleur finissait par s'estomper. Mais la stigmatisation ne guérissait jamais. Puis vinrent des punitions si étranges qu'elles brouillaient la frontière entre cruauté et rituel. Les prisonniers étaient conduits à l'échafaud, les yeux bandés, convaincus que leur mort était imminente. La hache levée, la corde serrée, la prière murmurée. Et puis, rien. Sentence révoquée à la dernière seconde. Pour nous, cela pourrait sembler miséricordieux. Mais les condamnés en sortaient à jamais marqués. Car rien n'égale le traumatisme de croire que votre vie touche à sa fin, pour continuer à vivre à l'ombre de cet instant. Toutes les punitions ne déchiraient pas la chair. Certains frappaient l'âme. Au XVI siècle, ce n'était pas une simple sanction religieuse. C'était une mort sociale. Vous étiez rejeté par vos voisins, privé de sépulture en terre consacrée, coupé de la seule communauté qui donnait un sens à votre vie, dans un monde où la foi était la survie. Être rejeté, c'était être effacé. Certains suppliaient pour une torture physique à la place, car la douleur était temporaire. Mais perdre sa place dans la société, c'était pour toujours. Et peut-être la chose la plus étrange. Personne ne trouvait cela étrange. Pour nous, le XVI siècle ressemble à un catalogue d'horreurs. Point, feu, fer, ah. Mais pour eux, c'était l'ordre. C'était la justice. Une justice aiguisée par la cruauté, et appliquée non par l'équité, mais par la peur. Au XVI siècle, la punition n'était pas un murmure dans l'ombre. C'était la stabilité, codifiée dans la loi, annoncée par les crieurs publics, débattue par les érudits, et exécutée avec une solennité glaciale. La douleur n'était pas le chaos, c'était la politique. La cruauté n'était pas un accident, elle était organisée. Et la survie, elle n'était jamais attendue. Mais voici la pensée qui persiste. Qu'est-ce que tout cela dit de nous? Car la vérité, c'est que l'instinct de punir par la peur n'a pas disparu. Non, nous n'attachons plus les gens à des chaises de fer. Nous ne transformons plus les places publiques en théâtre de sang. Mais la justice comme spectacle, la justice comme humiliation, elle existe encore. Dans les gros titres, dans les vidéos virales, dans le tribunal de l'opinion publique. Le XVI siècle est peut-être révolu, mais l'appétit humain pour la punition, lui, est éternel. Alors imaginez-vous de retour sur cette place. La foule se resserre. Les voisins observent avec des yeux affamés. Le bourreau lève sa lame. L'air retient son souffle. Et dans ce moment final, il n'y a pas d'échappatoire. Priez-vous? Criez-vous? Ou restez-vous silencieux, sachant que vos dernières secondes étaient sur le point de devenir la mémoire de quelqu'un d'autre, car les punitions grotesques du XVI siècle n'étaient pas seulement destinées à ôter des vies, elles écrivaient des histoires dans le sang, des histoires conçues pour terrifier, des histoires faites pour durer, et des siècles plus tard, nous y voilà encore, toujours en train d'en parler, ce qui signifie, d'une manière tordue, qu'elles ont fonctionné. Alors maintenant, la question vous appartient. Selon vous, quelle était la pire de ces punitions? La roue qui brisait les os? Le bûcher qui rôtissait la chair? La scie qui déchirait les corps? Ou peut-être n'était-ce pas la mort du tout, mais la torture silencieuse d'être marqué, forcé de vivre chaque jour comme un avertissement ambulant? Partagez vos pensées ci-dessous, car si l'histoire a prouvé une chose, c'est que la conversation sur la cruauté ne s'achève jamais vraiment. La cruauté n'était pas toujours faite au feu. Parfois, c'était nourriture et boisson. L'ordalie du poison était un procès à elle seule. L'accusé forcé d'avaler une épreuve, un morceau de pain consacré, ou une boisson empoisonnée. S'il survivait, il était innocent, protégé par la volonté divine. S'il mourait, Dieu l'avait jugé coupable. L'innocence n'était pas décidée par la vérité ni par des preuves. Elle était décidée par votre estomac. La justice n'était pas aveugle, elle était ivre de superstition. D'autres châtiments brisés par l'épuisement. Les marches forcées. Criminels, déserteurs, prisonniers de guerre. Enchaînés, poussés à parcourir des kilomètres sans fin. Pas de chaussures, pas de repos, pas de pitié. Ceux qui s'effondraient n'étaient pas secourus. Ils étaient battus, traînés ou abandonnés à la mort. La survie n'était pas seulement une question de force. C'était endurer les ampoules, la déshydratation et la torture psychologique de savoir que la route n'avait pas de fin jusqu'à ce que votre corps cède. À une époque où même les courts trajets étaient harassants. C'était une condamnation à marcher jusqu'à la mort. Et puis,
La légende devint cauchemar. Le taureau d'airain, une statue creuse en bronze, en forme de taureau. Le condamné enfermé à l'intérieur. Un feu allumé dessous. À mesure que le métal chauffait, la victime rôtissait vivante. Des tuyaux étaient conçus pour que le hurlement résonne à travers la gueule du taureau, transformé en rugissement d'animal. Ce n'était pas juste une exécution. C'était la cruauté transformée en art de performance. Les historiens débattent de son usage au XVIe siècle. Mais le simple fait que l'on racontait encore son histoire, à voix basse, avec effroi, prouve combien l'époque était obsédée par les supplices brouillant la frontière entre mort et théâtre, car en vérité, les exécutions n'étaient pas seulement des mises à mort. Elles étaient une mise en scène. Le bourreau lui-même devenait un artiste. Un exécuteur habile pouvait donner un coup net, mais certains choisissaient le théâtre. En Allemagne, des archives parlent de bourreaux effectuant des danses scéniques avant une décapitation, se moquant du condamné, transformant la justice en spectacle grotesque. D'autres allongeaient le processus avec de longs discours, forçant la victime à attendre dans la terreur, tandis que la foule riait, applaudissait et huait. La justice n'était pas rapide. Elle n'était pas efficace. Elle était un rituel conçu pour terrifier, pour marquer chaque témoin à jamais, et pour leur faire réfléchir à deux fois, avant de défier la loi. Toutes les punitions du XVIe siècle n'avaient pas pour but de vous tuer. Certaines visaient à détruire des parties de vous, pour que vous viviez comme un rappel ambulant de votre crime. Les voleurs avaient les mains tranchées. Les adultères perdaient leurs oreilles ou leur nez. Les blasphémateurs, leurs lèvres ou leur langue étaient marquées au fer rouge. Votre corps devenait un panneau publicitaire, une affiche grotesque de votre culpabilité. Et la mutilation n'était jamais nette. Outil primitif, pas d'anesthésie, pas de médecine. Beaucoup mouraient sur place, vidés de leur sang. Ceux qui survivaient portaient des blessures qui ne guérissaient jamais. Membres manquants, visage mutilé, toute une vie de douleur. Dans ce monde, une seule erreur pouvait littéralement vous coûter vos mains. La religion enveloppait souvent la punition. Lors d'Ali par l'eau n'était pas qu'une simple immersion. Lors des procès de sorcellerie, les suspects étaient ligotés et jetés dans des rivières ou des étangs. Coulés, et vous étiez innocent. Mais mort, flottés, et vous étiez coupable. Et brûlés ou pendus ensuite. C'était l'ultime impasse. À travers l'Europe, des milliers subirent ce procès tordu. Leur sort décidé non par des preuves, mais par le caprice de leur corps face à la superstition. Certains s'attachaient lourdement, espérant couler vite. D'autres luttaient pour respirer, prouvant leur culpabilité en survivant. La justice, encore une fois, était truquée dès le départ. Un autre cauchemar, la chaise de la sorcière. Un siège de fer hérissé de pointes, souvent plongé dans l'eau glacée. Les pointes transperçaient la chair, tandis que l'eau glacée drainait chaque once de force. Les autorités l'appelaient interrogatoire. Mais la vérité était claire. Avoue ou souffre jusqu'à ce que la mort devienne l'option la plus douce. Et ainsi, d'innombrables victimes avouaient, non parce qu'elles étaient coupables, mais parce que la douleur effaçait toute possibilité de silence. Parfois, la torture n'avait pas besoin de machines élaborées. Les outils les plus simples devenaient les plus terrifiants. La botte était un cadre de bois ou de métal serré autour de la jambe, des coins enfoncés, éclatant les os à chaque coup. Les cris résonnaient dans les chambres, tandis que les tibias craquaient, les muscles se déchiraient, et le sang s'infiltrait dans le bois. Certaines bottes étaient chauffées, cuisant la chair à l'extérieur, tandis que les os se brisaient à l'intérieur. Les survivants ne marchaient plus jamais. Leurs jambes restaient à jamais brisées. La botte était petite, portable et terriblement efficace. L'outil parfait pour l'interrogatoire. À présent, c'est clair. Le XVIe siècle ne se contentait pas de punir. Il chorégraphiait la souffrance. Chaque torture, chaque mutilation, chaque exécution était mise en scène pour un public. Et le public, il n'était pas horrifié. Les enfants riaient. Les marchands vendaient de la nourriture. Des ballades étaient écrites sur des morts particulièrement dramatiques. La douleur n'était pas qu'un moyen de dissuasion. C'était une culture, un sombre rappel que, dans ce monde, pour beaucoup, la simple menace de la cage suffisait à briser la volonté la plus forte. C'était une guerre psychologique des siècles avant que le terme n'existe. La décapitation pouvait sembler propre, simple, miséricordieuse. Mais en réalité, rien de tel. Votre sort dépendait entièrement de l'habileté du bourreau. Une lame aiguisée, une main ferme, et la mort pouvait être instantanée. Mais une hache émoussée, une main tremblante, et le cauchemar commençait. Il pouvait falloir plusieurs coups, chacun entaillant l'os, déchirant la chair. En 1587, Marie Stuart, reine d'Écosse, subit ce destin. Il fallut, dit-on, 3 coups brutaux pour séparer sa tête. Et quand le bourreau la brandit, sa perruque glissa. Ses cheveux restaient attachés au cuir chevelu. La foule recula d'horreur. Même dans la mort, la miséricorde n'était jamais garantie.
Toutes les punitions n'étaient pas bruyantes ou flamboyantes. Certaines étaient terriblement silencieuses. Le garrot espagnol semblait presque ordinaire. Une chaise en bois, un collier de métal. Mais une fois verrouillé, le collier se resserrait, écrasant la gorge ou brisant la nuque. Certaines versions cachaient une pointe acérée à l'arrière, enfoncée dans le crâne à chaque tour de vis. La mort pouvait être rapide, si le bourreau le voulait, ou atrocement lente, s'il voulait savourer. Contrairement au feu ou au supplice des os brisés, le garrot n'était pas un théâtre de cris. C'était un théâtre de silence. Une mort suffocante, sous les yeux d'une foule, trop terrifiée pour respirer. L'Espagne l'utilisa pendant des siècles, le perfectionnant à la fois comme exécution et comme spectacle. Pour les dissidents religieux, le châtiment portait une symbolique grotesque. Les mots eux-mêmes étaient traités comme des armes, et la bouche qui les prononçait détruite. Langues arrachées avec des pinces chauffées à blanc, langues percées de pointes, ou enfermées dans des étaux de fer, chaque mot se transformant en un flot de sang et d'agonie. Le blasphème ou l'hérésie n'étaient pas seulement condamnés, ils étaient réduits au silence à jamais. Le message était clair. Osez défier l'autorité, et votre voix sera effacée. Et puis, il y avait les brodequins à vis. Petits, simples, diaboliquement efficaces. Des barres de fer enserraient les doigts ou les orteils, resserrés lentement par des vis. Chaque tour écrasait l'os, fendait les ongles, forçait le sang à jaillir de la chair déchirée. Les victimes hurlaient non seulement de douleur, mais de l'angoisse de savoir exactement ce qui allait suivre à chaque tour délibéré. Les brodequins n'étaient pas faits pour découvrir la vérité. Ils étaient faits pour contrôler. Et les gens confessaient n'importe quoi, une fois leurs mains réduites en pulpe. À une époque sans science légale, une main broyée suffisait comme preuve. Et ce qui rend tout cela encore plus sombre, ce n'était pas caché dans des cachots. Ce n'était pas murmuré en secret. C'était public. Les places, les marchés, les parvis d'église. Les enfants étaient amenés pour regarder. Les marchands vendaient de la nourriture à proximité. Des villes entières se rassemblaient pour voir leurs semblables, réduits à des corps hurlants et brisés. Pour les autorités, c'était la justice. Pour le peuple, c'était du divertissement. Au XVI siècle, la punition n'était pas une question de cruauté gratuite. C'était une question d'ordre. La douleur était la monnaie de la justice. Plus elle était dépensée brutalement, plus elle restait gravée dans les mémoires. La survie n'était jamais vraiment une option. Que l'on soit marqué au fer, brisé, bouilli ou brûlé, le châtiment vous suivait, dans les cicatrices, dans la honte, ou dans la terre de la tombe elle-même. Ce n'était pas seulement un âge de découverte et d'empire. C'était une ère où la cruauté faisait loi, et où la justice portait une lame de fer. Et si vous pensiez que les pointes, le feu et les rats étaient horrifiques, préparez-vous, car certaines punitions du XVI siècle étaient si grotesques qu'elles paraissent impossibles. Pourtant, l'histoire les confirme. Imaginez ceci. Vous êtes attaché la tête en bas par les chevilles, les jambes écartées. Les bourreaux avancent avec une énorme scie en bois, normalement utilisée pour le bois. Mais aujourd'hui, la bûche, c'est vous. La scie commence entre vos jambes. La gravité fait le reste. Le sang afflue vers votre tête, vous maintenant conscient plus longtemps. Votre cerveau reste alerte, même tandis que votre corps est déchiré. Dans certaines régions, la scie s'arrêtait à mi-chemin, vous laissant mourir lentement. Dans d'autres, elle allait jusqu'au bout. Et la foule, elle ne faisait pas que regarder. Elle applaudissait. La scie était un théâtre. Et vous, l'acteur malgré vous, de la pièce la plus atroce jamais imaginée. Si cela ne vous glace pas le sang, considérez le chevalet de bois, aussi appelé chevalier. À première vue, il semblait inoffensif, une simple poutre triangulaire. Mais son bord, rasoir tranchant. Les prisonniers étaient dépouillés et forcés de s'y asseoir à califourchon, tout le poids de leur corps appuyant. L'arête étroite tranchant profondément la chair. Parfois, des poids étaient attachés à leurs pieds, doublant la pression. Des heures sur le cheval signifiaient chair déchirée, hémorragies internes, et une agonie au-delà des mots. Cela ne tuait pas toujours, mais la survie se payait d'une mutilation, que l'on portait pour la vie. Ce n'était pas une blessure de champ de bataille, c'était la discipline. Les commandants militaires l'utilisaient pour rappeler aux soldats que la désobéissance faisait plus mal que n'importe quelle épée ennemie. Le condamné traîné de force, enchaîné, puis plongé dans le liquide en ébullition. Le premier contact faisait cloquer la peau instantanément. La chair se détachait. Les hurlements déchiraient l'air. Parfois, les bourreaux les descendaient lentement, pouce par pouce, pour prolonger l'agonie. Chaque cri résonnait sur la place. Et voici le plus glaçant. Ce n'était pas caché. C'était public. La foule accourait avec empressement. Les parents amenaient leurs enfants. Pour eux, ce n'était pas de l'horreur. C'était du divertissement. Une sortie familiale, pour regarder un être humain se transformer en soupe. Toutes les punitions ne finissaient pas par la mort. Certaines laissaient des cicatrices plus profondes que la peau.
Prenez le harnois de Bridé ou Branque, un masque cruel en fer, enfermant la tête, avec une plaque hérissée de pointe pressant la langue. Surtout utilisé contre les femmes accusées de bavardage, de dispute, ou simplement de refus d'obéir. Une fois enfermé, impossible de parler, impossible de manger, impossible même de bouger la mâchoire, sans s'empaler soi-même. Certains modèles avaient des clochettes attachées, de sorte que toute la ville vous entendait être humilié dans les rues. Le message était clair. Au XVI siècle, le silence n'était pas d'or. Il était obligatoire, imposé par l'acier et le sang, puis vint le feu. La plus ancienne des terreurs humaines transformée en scène publique. Le bûcher n'était pas réservé à n'importe qui. Il était destiné aux hérétiques, aux sorcières, et à ceux qui osaient défier l'Église. Les victimes étaient enchaînées à un poteau de bois, entouré de fagots secs. Parfois, le feu était allumé tout près, une fournaise rapide et suffocante. D'autres fois, les bûches étaient placées plus loin, laissant les flammes grimper lentement, rôtissant le corps, pouce par pouce. Et oui, des récits rapportent que les bourreaux utilisaient volontairement du bois humide. Pourquoi? Pour prolonger la fumée, pour prolonger les cris, pour prolonger la souffrance. Pour la foule, c'était du théâtre. Pour le condamné, c'était l'enfer sur terre. Mais le feu n'était pas le seul élément transformé en cruauté. Le fer lui-même devenait une arme. La chaise de fer, un cauchemar matérialisé. Un siège massif, recouvert de centaines de pointes acérées. Les prisonniers, dépouillés, attachés, pressés contre les pics jusqu'à ce que la chair se déchire. Et comme si cela ne suffisait pas, la chaise était chauffée par en dessous. Un trône brûlant. Chaque mouvement, chaque tressaillement, enfonçait les pointes plus profondément. Les heures passaient. La peau boursouflait. La chair fusionnait avec le métal. La chaise n'était pas faite pour tuer. Elle était faite pour transformer. Un être vivant en une grotesque exposition de chair à vif. Et puis, il y avait l'écorchement. Oui, exactement ce que vous imaginez. Arracher la peau d'un corps vivant. Les victimes, attachées, pendant que les bourreaux retiraient soigneusement la chair. Souvent en commençant par le visage. Les spectateurs regardaient, horrifiés et fascinés, alors que la peau humaine était clouée au mur, exposée aux portes de la ville, ou suspendue comme des bannières de terreur. Sans peau, le corps n'avait plus de défense. Choc, perte de sang, infection. La mort suivait toujours, mais jamais rapidement. Toutes les punitions ne nécessitaient pas le feu, le fer ou les lames. Parfois, l'humiliation suffisait comme arme. Dans les carcans, les criminels restaient assis, les chevilles enfermées. Les heures devenaient des jours, exposés aux intempéries, aux insectes, et à la cruauté des passants. Puis venait le pilori à fouet, un solide poteau de bois, où hommes et femmes étaient attachés, et fouettés jusqu'à ce que leur dos se fende. Le bruit du fouet claquant sur la place, un son impossible à oublier. Ce n'était pas quelques coups de fouet, c'était une performance. Chaque coup était un rappel que la clémence n'existait pas. Le claquement du fouet ne signifiait pas un seul coup. Cela pouvait être des dizaines, voire des centaines. Et ce n'était pas seulement de la corde. Beaucoup de fouets étaient conçus avec des nœuds ou des morceaux de métal tressés, fabriqués pour déchirer la peau jusqu'à l'ouvrir. Les survivants portaient des cicatrices comme des cartes grotesques de leur supplice. Gravées dans leur chair, rappel permanent de douleur et de honte. Mais si la chair déchirée ne suffisait pas, l'humiliation trouvait son chemin dans l'eau. Le siège d'épreuve transformait la punition publique en un jeu cruel. Les mégères accusés, les tricheurs ou les sorcières présumées, étaient attachés à une chaise en bois fixée à une longue poutre. Comme une bascule perverse, la foule regardait la victime être plongée, encore et encore dans rivière ou étang. Imaginez l'étouffement, l'air arraché des poumons, l'eau glacée remplissant la poitrine, tandis que le public riait et se moquait. Et l'ironie cruelle, si vous vous noyiez, vous étiez déclaré innocent. Si vous flottiez, vous étiez coupable. Un châtiment aux règles faites pour garantir une seule chose. Vous perdiez. Et si vous pensiez que les rats n'étaient que des nuisibles, le XVI siècle en fit des instruments de terreur. Une cage contenant un rat vivant était fixée contre le ventre nu d'un prisonnier. L'autre extrémité de la cage, chauffée. L'animal affolé n'avait qu'une seule issue, à travers la chair, à travers les muscles, à travers le corps de la victime. Les griffures, les morsures, la réalisation de ce qui se passait. C'était une torture non seulement du corps, mais de l'esprit. Vous trouvez que la justice d'aujourd'hui est trop douce? Travaux d'intérêt général, sursis, peut-être quelques années derrière les barreaux. Ça paraît sévère? En réalité, c'est de la rigolade. Parce que si vous retournez au XVI siècle, la punition n'avait rien à voir avec la réhabilitation. Ce n'était même pas une question de justice. C'était une question de peur. Il s'agissait de graver dans la mémoire de chaque habitant de la ville un souvenir si vif qu'il ne s'effacerait jamais. Et croyez-moi, il s'en souvenait. Parce que l'écho des hurlements pouvait hanter toute une vie. À l'époque, on ne disait pas « fais le crime,
fais ton temps. Non. Au XVIe siècle, c'était plutôt fais le crime et prépare-toi à être détruit. Ce n'étaient pas des exécutions propres et rapides, cachées derrière des murs de pierre. C'étaient des spectacles publics, de véritables performances d'agonie, conçues non seulement pour punir les coupables, mais pour terrifier les innocents et les maintenir obéissants. Et si vous pensez pouvoir serrer les dents et repartir la tête haute, détrompez-vous, vous n'auriez pas survécu. Alors entrons dans ce théâtre grotesque de l'horreur. Un menu brutal de châtiments si sauvages qui ne brisait pas seulement votre corps. Il détruisait votre esprit. Imaginez-vous sur la place publique, la tête et les mains enfermées dans un lourd cadre de bois, entouré de vos voisins. À première vue, cela semble presque inoffensif comme une étrange cabine photo médiévale. Mais ne vous y trompez pas. Une fois enfermé, aucune échappatoire. Les heures devenaient des jours et votre sort dépendait de la foule. Et la foule était impitoyable. Des aliments pourris lancés au visage, des pierres fracassant votre peau. Les récits historiques mentionnent même des braises ardentes, des carcasses d'animaux, et pire, des immondices humaines. Vous vous évanouissiez? Tant pis. Vous suppliez pour la pitié? La foule criait encore plus fort. Quand enfin vous étiez libéré si vous surviviez, vous n'étiez pas seulement meurtri et brisé, vous étiez humilié à jamais. Parce que dans ce monde, la réputation signifiait survie, et le pilori n'était pas conçu pour vous tuer. Il était conçu pour tuer votre honneur. Et parfois, c'était pire que la mort. Mais l'humiliation n'était pas toujours suffisante. Pour les voleurs et les menteurs, il y avait une autre punition, le marquage au fer rouge. Imaginez, un fer chauffé à blanc sorti du feu, rougeoyant de rage. On l'appliquait contre votre peau, sifflant, brûlant, laissant une cicatrice indélébile. En Angleterre, un F pouvait être gravé sur votre joue pour forger faussaire, un T pour siffle, voleur. Imaginez-vous traversant le marché avec votre crime écrit sur le visage. Une lettre écarlate impossible à effacer. Pas de seconde chance. Pas de nouveau départ. Et sans médecine moderne, l'infection était presque garantie. Beaucoup ne mouraient pas de la brûlure elle-même, mais de la plaie purulente qu'elle laissait derrière. Ce n'était pas seulement une punition. C'était une malédiction, une condamnation à vie gravée dans votre propre chair. Et puis venaient les punitions conçues pour aller au-delà de la douleur, jusqu'au pur cauchemar. Pour trahison en Angleterre, le destin ultime vous attendait. Être pendu, éventré, écartelé. Ce n'était pas une simple exécution. C'était un rituel d'horreur. D'abord, traîné dans les rues sur une clé de bois, parce que vous laissez marcher dignement. Trop clément. Ensuite venait la pendaison, mais pas assez longtemps pour mourir. Juste assez pour suffoquer, convulser, vaciller au bord de la mort. Avant que l'obscurité ne vous emporte, on vous coupait la corde. Toujours vivant. Et ce qui suivait était presque indicible. Votre ventre ouvert, vos entrailles arrachées, parfois même brûlées devant vos yeux. Enfin, la décapitation. Votre corps découpé en 4 morceaux. Chaque quartier envoyé dans une partie différente du royaume. Un panneau macabre de terreur. Et le pire, ce n'était pas une exception. C'était la loi. Si cela ne suffisait pas à glacer votre sang, il restait toujours la roue de supplice, parfois appelée la roue de Catherine, et aussi effroyable qu'elle en avait l'air. Imaginez être attaché à une immense roue de chariot, les membres écartés, le bourreau au-dessus de vous, armé d'une lourde barre de fer. Et puis, il commençait à briser vos os, un par un, bras, jambes, encore et encore. Chaque craquement résonnait dans la foule, tandis que votre corps devenait méconnaissable. Quand vos os étaient réduits en miettes, vos membres étaient passés dans les rayons de la roue. Un spectacle grotesque d'agonie, votre corps brisé et laissé à mourir sous le soleil, tandis que les corbeaux tournaient en cercle, attendant leur festin. La mort ne venait pas vite, parfois en quelques heures, parfois en plusieurs jours. Des récits historiques parlent même de personnes ayant survécu 3 jours sur la roue. 3 jours de souffrance inimaginable. Et la foule, elle regardait, elle se moquait, parce qu'au XVIe siècle, la douleur était un divertissement. À moitié conscient, à moitié évanoui, les corps tordus, brisés, méconnaissables. Si vous pensez que le waterboarding moderne est brutal, attendez d'entendre ce que le XVIe siècle faisait avec l'eau. Les prisonniers étaient forcés de boire. Pas des tasses, pas des litres, des torrents d'eau bien au-delà du seuil de l'agonie. Les ventres gonflaient comme des ballons. Les côtes se tendaient vers l'extérieur, les poumons suffoquaient. Et pourtant l'eau continuait de couler. Entonnoirs enfoncés dans la gorge. Au verset sans répit. Convulsions, étouffement, vomissements encore et encore. Puis le supplice recommençait. Il n'était pas conçu pour vous tuer. Pas immédiatement. Il était conçu pour tester les limites ultimes de la douleur humaine, pour voir jusqu'où le corps pouvait résister, avant que l'âme n'abandonne. Mais l'eau n'était pas toujours synonyme de vie. Parfois, elle bouillait. Sous le règne d'Henri VIII en Angleterre,
Les empoisonneurs faisaient face au châtiment suprême. Être bouilli vivant. Imaginez un immense chaudron sur la place publique, rempli d'eau bouillante, ou pire, d'huile brûlante.